Bonsoir à toutes et à tous, quel plaisir de vous accueillir sur Aoulas TV. Bien évidemment, je vous invite à partager, à liker la page Facebook, la page YouTube. Et encore merci pour votre fidélité, car vous êtes très fidèles à la chaîne. Et aussi merci pour votre fidélité quant à l'envoi de toutes les vidéos et les images, des informations que vous nous transmettez, car c'est vous qui faites l'actualité. Aoulas TV, sans ses téléspectateurs et téléspectatrices, ne serait rien. Nous allons bien évidemment revenir sur l'actualité du jour avec donc cet ex-député et vice-président de l'APN, Bahedine Tliba, qui est actuellement en prison, mais qui depuis hier, aujourd'hui, donc fait polémique, notamment avec des dénonciations, des accusations qui concernent 4 fils du général Ahmed Gaïd Salah, ancien chef d'état-major, et puis le beau-frère aussi, on va y revenir longuement. Les fils, donc Mourad, Boumdienne, Hichem et Adel, et puis le beau-frère donc qui se prénomme Arwa Abdelmalek, ont été donc dénoncés. On va revenir, qu'est-ce qu'il y a derrière ces accusations? Pourquoi maintenant? Il faut savoir que donc Tliba est en prison maintenant depuis plus d'1 an. Avec nos invités, on va essayer d'évoquer un peu cette problématique. Et puis, est-ce que c'est pas là encore une fois la guerre des clans, puisqu'on sait tous très bien que Ahmed Gaïd Salah, notamment les fils d'Ahmed Gaïd Salah que je viens de vous citer, sont les protégés d'Abdelmajid Tebboune. Abdelmajid Tebboune qui est pour l'instant en convalescence apparemment en Allemagne, qui est très fragile, selon tout ce qu'on peut, on peut entendre et on peut lire, certainement dans un fauteuil roulant. Et c'est peut-être le moment, encore une fois, de la guerre des clans, peut-être afin de nommer, de préparer donc, la nomination d'un nouveau chef d'État avec l'autre clan, mais on y revient longuement. Bien évidemment, il y a le peuple algérien, il y a l'Algérie qui actuellement souffre à plusieurs niveaux, la santé, l'éducation, l'alimentation, le social, un pays qui est face au mur avec, donc vous l'avez compris, un chef d'État qui a totalement disparu pendant 60 jours avec aucune information, c'est du jamais vu. Un retour il y a une petite dizaine de jours via Twitter, 2 minutes 20 donc de vidéos avec 2-3 mots, des grandes lignes. Mais pourquoi Twitter? Pourquoi ne pas avoir choisi d'abord une grande chaîne de télévision, un horaire de grande écoute, et puis avec toute une armada qui concerne notamment le secteur de la communication et des médias au sein de la présidence. On peut là, par exemple, évoquer que le président, enfin le chef de l'État actuel, se retrouve un peu seul, d'où peut-être cette guerre des clans. Je vous propose de visionner cette première partie de vidéo. Bien évidemment, il y a la guerre des clans, il y a ces généraux, ces anciens qui ont dilapidé le pays. Les chiffres sont là, on le voit aujourd'hui avec l'état du pays, sur l'ère Bouteflika, on parle de plus de 1500 milliards de dollars, de quoi vraiment reconstruire plusieurs nations, des hôpitaux, des universités, j'en passe, on pourrait y passer la nuit pour les citer. Il y a toutes ces personnes qui malheureusement ont pris, ont mangé, excusez-moi un peu de ce terme, mais il y a aussi le peuple algérien qui depuis le 22 février maintenant espère une démocratie, espère une liberté, espère vraiment de vivre libre dans ce pays qu'ils aiment tant. Et il y a les détenus, notamment pour citer que lui, mais on va en voir avec la CNLD, qui est donc la Commission nationale de la libération des détenus, avec cette vidéo. Mais je voudrais juste vous parler notamment entre autres de Walid Keshida, qui aujourd'hui donc a été le procureur a requis notamment une peine de 5 ans de prison ferme et 500 000 dinars, donc requise par le parquet du tribunal de Sétif. Donc ça a été annoncé aujourd'hui, je vous le disais, par la CNLD, le Comité national pour la libération des détenus. On peut rappeler que ce jeune Walid Keshida donc est fondateur d'un groupe Facebook dans la dérision, dans l'humour, ce qu'on appelle donc dédié aux memes précisément. C'est très humoristique. Il est emprisonné malheureusement depuis le 27 avril dernier. Sa demande de liberté provisoire a été rejetée le 24 août dernier et sa détention malheureusement a été prolongée. Le verdict le 4 janvier. Première partie, hommage et détenus, et je vous présente les invités de ce soir juste après.
Voilà, avec toujours autant d'émotions, mais il est important, même s'il y a cette actualité, parce qu'il faut en parler. Et puis, on va aussi essayer d'en savoir un peu plus avec nos invités d'Algérie, tout simplement, parce que c'est encore une fois un non-événement. Mais en tout cas, il faut en parler, puisque je vous le rappelle, nous allons revenir sur les 4 fils du général, l'ancien général-major Ahmed Gaïd Salah, notamment Mourad Boumedienne, Hichem, Adel, qui sont sur le banc des accusés. C'est le titre de l'émission. Pour en parler sur ce plateau, quel plaisir de les accueillir. Farid DMS Debah, bienvenue. Merci. Bienvenue à vous, Farid. Vous êtes donc fondateur du mouvement citoyen pour l'Algérie. C'est un pays auquel vous tenez énormément et on a le plaisir de vous avoir sur ce plateau aussi régulièrement. Vous la connaissez, militante aussi très connue, qui lutte aussi pour un jour voir cette Algérie nouvelle vivre et permettre aussi aux Algériens, aux Algériennes de vivre dignement et notamment à cette jeunesse. Et je voudrais avoir aussi une pensée à tous ces jeunes qui malheureusement perdent la vie en mer pour essayer de s'exiler et vivre dignement. Vous l'avez à l'écran avec notre équipe technique depuis quelques secondes. Elle est avec nous, Farida Hamidi. Bonsoir Farida. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci infiniment. Donc, psychologue clinicienne et militante politique. Merci Mehdi qui m'annonce en régie. Donc Yahya Merhouba, bonsoir Yahya. Bonsoir à vous. Bonsoir et merci pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie, Yahya Merhouba. Vous êtes militant politique, notamment chez Rachad. Merci pour votre présence. Et nous rejoindra donc dans quelques minutes pour passer cette émission avec nous, Maître Aïssa Rahmoun, avocat et vice-président de la Ligue algérienne des droits de l'homme. Farida Hamidi, première question. On ne s'est pas vu depuis. D'abord, je ne peux pas ne pas commencer cette émission parce que c'est l'actualité malheureusement en Algérie. On a vu dernièrement certains chefs d'État qui ont eu à peine le Covid, qui se sont exprimés rapidement, comme l'ont tous fait. Le dernier, notamment récemment, c'est Macron, le président français. Comment vous avez vécu ces 2 mois en tant qu'Algérienne de la disparition du chef de l'État, puisqu'il faut l'appeler ainsi, et puis, bien évidemment, ce retour de cette manière? Franchement, de toute manière, il était là et on n'était pas content qu'il soit là, en tout cas de la manière dont il remplit ses fonctions. Certes, donc finalement, les fonctions présidentielles existent, mais sans celui qui les exerce finalement. Donc c'est dire à quel point il était là pour représenter quelque chose, mais en aucun cas pour exercer la fonction de la présidence. Mais cette ambiance de voir un homme, pas n'importe lequel, chef d'État d'un pays, plus de 5 fois la France, le plus grand pays d'Afrique, disparaître comme ça en 2020 sans donner de nouvelles. Comment vous avez d'abord pris ça? Est-ce que vous avez eu les souvenirs un peu de certains présidents, comme le dernier en date, Abdelaziz Bouteflika, qu'on a très peu vu? Comment vous, en 2020, vous l'avez pris? Et puis ce retour sur Twitter, oui, comme ça. Bien sûr, ça rappelle un fonctionnement, un fonctionnement de ces gens qui se sont emparés du pouvoir et qui ont trouvé cette manœuvre-là pour continuer à exister. Après, si on fait le tour de ce qui s'est passé dans le monde, bien sûr que c'est unique par rapport à ce qui se passe dans le monde. Boris Johnson, l'année dernière, il a eu la Covid. On l'a vu au moins à la télévision une fois pour rassurer les gens. Par la suite, il a repris ses fonctions. C'est pareil pour Trump, c'est pareil pour Emmanuel Macron maintenant. Là, ce qui se passe, c'est inédit. Maintenant, personnellement, ça ne change pas par rapport à ce qui était déjà. Il était là, même quand il était présent, j'ai envie de dire. Bien sûr qu'on sait tous que c'est une façade avec un vide derrière. En fait, c'est vraiment la preuve, par A plus B, que l'absence de ce président-là, comme sa présence, n'a aucune influence sur la fonction, fonction même. Je vais donner la parole à Farid DMS Debah dans un instant, mais selon vous, on sait très bien que le peuple a changé, il a retrouvé sa citoyenneté, on n'est plus à l'ère Bouteflika depuis le 22 février. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce message, selon vous? On voit un pouvoir aussi aujourd'hui peut-être totalement perdu.
Sincèrement, moi je dirais pas que le peuple a retrouvé sa citoyenneté. En tout cas, la révolution, le Hirak, il n'a pas atteint ses objectifs, justement. Et les objectifs, c'est d'élire, c'est de pouvoir accéder à ce geste de citoyenneté absolue qui est une élection démocratique d'un président choisi. Il faut du temps quand même. Il faut du temps, ce n'est pas encore le cas. En tout cas, il faut du temps, peu de temps pour organiser en tout cas des élections transparentes, pour élire quelqu'un de manière légitime. Pour finir juste, en fait, je pense que ce soit le président désigné, que ce soit une autre personne qui occupe des hautes fonctions, en tout cas en Algérie, le fait que ça soit des gens désignés, en fait, ce n'est une sécurité pour personne. La preuve, ce sont des gens qu'on met là et qu'on enlève de là comme des objets. Donc, sincèrement, qu'ils commencent un petit peu à revoir cette chose-là, parce que ce n'est une sécurité pour personne, en fait. Quelques petites minutes aussi là-dessus, Farid MS Deba. La dernière fois qu'on vous a invité ici sur ce plateau avec mon ami confrère Jamaldine Benchenouf, c'est vrai que Abdelmadjid Tebboune avait disparu. Alors je le dis toujours avec un petit sourire parce que ça relève d'une science-fiction, en tout cas pour moi. Pendant 2 mois, laisser le peuple algérien, manque de respect, le laisser totalement à l'abandon, tenter peut-être une fois de le heurter dans sa dignité, mais je crois que ça n'a pas marché. Comment vous, d'abord en tant que fondateur de ce mouvement citoyen, c'est un mot fort pour l'Algérie, en tant qu'aussi ancien élu politique de la République française, comment vous analysez un peu cette situation qu'ont vécue, mais qu'on vivent encore les Algériens? Ça montre bien l'ancien logiciel qui date du siècle dernier, qu'utilise la politique, enfin les gens qui sont au gouvernement en Algérie. Ça prouve que, justement, ils ne sont pas au fait des réalités de notre époque. Certes, il a réapparu par Twitter, c'est bien, il s'est dit je vais faire un petit peu comme font les chefs d'État actuellement, mais il a disparu. C'est réellement pour faire un peu comme les chefs d'État, ou c'est plutôt peut-être qu'il est peut-être seul pour aller vite? Est-ce qu'à un moment donné, il est un peu isolé? Il aurait pu, on connaît bien l'Algérie à un moment donné, pour sortir les tapis rouges, organiser toute une conférence de presse, essayer de mettre les grands drapeaux et les grands jeux. Est-ce que réellement c'était pour... Alors sincèrement, il est en catimini en Allemagne, avait en comité restreint, sortir les drapeaux et compagnie. Je ne pense pas que sa petite garde rapprochée ou son petit clan ou sa petite cour personnelle soit prêt à jouer le jeu de mettre carpette rouge et petit bouquet de fleurs à côté de lui. Non, il a utilisé la simplicité, tout simplement. Ils ont vu que comme quoi, 2 mois, ça commençait à faire jaser un petit peu partout, en soi, il n'y avait pas on va dire il y avait une prise de conscience qui était là quand même si on sait très bien que c'est un président fantoche, quelque part, il ne fait pas l'unanimité, ça on le sait. On a eu le plaisir de diffuser notamment les analyses, puisque la chaîne 2 a invité donc un analyste politique qui parlait que Tebboune vivait avec son temps, notamment Twitter. Alors c'est vrai que c'est les réseaux sociaux, mais les réseaux sociaux, c'est aussi l'information à tout va, d'ailleurs parfois à tort, parce qu'on a à boire et à manger. Peut-être que là, le président, malgré qu'il soit isolé et qu'il soit, comme vous le dites, un peu dans cet espace restreint, il aurait peut-être pu s'exprimer bien avant, serait-ce que pour... Mais est-ce qu'il était en capacité de pouvoir s'exprimer bien avant? Non, ça, je ne le pense pas. 2 mois quand même. 2 mois... de silence total, de communiqué alambiqué de la part de la présidence, du cabinet de la présidence, et derrière, aucun magistrat qui a levé le petit doigt pour faire en sorte de mettre en place une procédure de destitution. C'est ça, moi, qui me frappe. C'est après tout ce que l'Algérie a passé, après tous les efforts qui ont été levés, cette citoyenneté reconquise par le peuple algérien, que derrière des magistrats restent comme ça un petit peu spectateurs de la situation. C'est une question que je vous pose. Je vais donner la parole à Yahya. Moi, je suis très étonné, je suis très, on va dire, dubitatif sur le fait que derrière, on a véritablement un appareil judiciaire qui fonctionne. Bon, on le sait très bien que c'est pour ça qu'on l'appelle la justice du téléphone. C'est pour ça que, l'état de droit n'existe pas, n'est pas établi en Algérie, ça c'est clair.
Donc, mais là, avec cette absence et le fait qu'il n'y a eu aucun... Je vais être un peu direct dans la question, question directe. Est-ce qu'à un moment donné, ce pouvoir ne se contrefiche pas de son peuple? Est-ce qu'il réellement, il n'en a pas besoin? C'est une évidence. Ça, on le sait depuis longtemps. Ça, on le sait depuis longtemps. Mais derrière, est-ce que les institutions juridiques ont levé le petit doigt pour justement faire en sorte encore une justice de redonner un petit peu de respect pour le peuple algérien, de redonner, comme qui dirait, confiance en ce peuple algérien par rapport à leur institution judiciaire? Non, que nenni, il n'y a rien. Donc c'est malheureux. Yahya Mahyouba, rebonsoir et bienvenue. Militant politique, Rachad, normalement vous êtes avec nous. Première question, j'aimerais avoir sur 2 minutes un peu comment vous avez vécu cette absence, ce retour, ces 2 mois un peu totalement où le pays, je le rappelle aussi, il a été totalement laissé à l'abandon, en pleine pandémie avec la Covid. Un ministre de la Santé totalement absent, parce que ça c'est aussi important, de ne pas entendre son ministre de la Santé intervenir pour essayer de faire face et de soulager, de compatir avec les Algériens et les Algériennes. Oui, l'absence de Tebboune, on connaît un petit peu la raison, c'est sa maladie. On ne peut pas faire la comparaison entre Tebboune et un Emmanuel Macron qui a 42 ans, Tebboune a 75 ans. Il avait déjà une maladie pulmonaire qui s'appelle la BPCO. Donc, déjà, ses poumons étaient atteints par cette maladie parce que c'est un grand fumeur. Et en plus du coronavirus, qui a fait qu'ils ont dû le transporter en avion. Il était dans le coma en Allemagne. 20 jours ou 22 jours de coma, ça laisse forcément des traces chez quelqu'un qui a 75 ans. Qui fume beaucoup, qui avait déjà une maladie pulmonaire. Donc, revenir comme ça à la charge dans les médias publics, comme l'ont fait Emmanuel Macron ou Boris Johnson ou même le président américain Donald Trump, qui a à peu près le même âge, mais qui n'est pas aussi malade que M. Tebboune. Enfin, Yahya Mahyouba, juste une remarque. En fait, ce qu'on a beaucoup reproché sur les réseaux sociaux et puis aussi un peu la presse et les Algériens et les Algériennes, c'est surtout pourquoi ce silence de manque d'information, serait-ce de la présidence dès le départ. C'est ce qui a vraiment créé polémique. Après, effectivement, les âges, les pathologies sont... Il y a un cafouillage, il y a un énorme cafouillage à la tête de l'État. Vous remarquerez que la sortie de M. Tebboune sur Twitter, même si on veut mettre le chef de l'État algérien au diapason des nouvelles technologies en termes de communication, il y a 2 organes officiels de communication de l'État qui sont l'agence presse-service, l'agence de presse de l'État et la télévision publique et la radio publique qui doivent annoncer au peuple algérien l'intervention du chef de l'État sur le canal choisi. Cette fois, c'était sur pendant le discours, je regardais le discours en direct, j'ai mis le NTV, il n'y avait aucune information sur ce discours. Je suis rentré sur le site de l'APS n'a pas annoncé ce discours. Oui. Par contre, ce discours était relayé par la chaîne Al-Nahar. Donc c'est pour vous dire qu'on est passé d'une présidente ultra forte, dominée par Abdelaziz Bouteflika, ensuite par son frère, vers une présidente qui n'a aucun pouvoir, qui n'a aucun... C'est intéressant ce que vous dites, on va y revenir, c'est intéressant, ça veut dire que là, avec cette situation, notamment cette couverture par Nahar, etc., on peut dire vraiment que Tebboune, aujourd'hui, il est très fragilisé. Je ne parle pas de santé, bien évidemment, on lui souhaite un prompt rétablissement en tant qu'homme et pour sa famille, mais en tant que chef d'État. Sur le plan politique, il est fragilisé, ça se voit qu'on ne lui a pas ouvert les chaînes de communication publiques, c'est-à-dire la télévision nationale et la radio. Son discours n'a pas été annoncé à la nation pour dire attendez un discours du chef de l'État à tel jour, à telle heure. Ça n'a pas été fait. Donc on sent très bien que c'était un discours par effraction et que c'était un discours qui était filmé par un téléphone portable, un iPhone, avec un écouteur d'iPhone, avec un éclairage très, très, très simple. C'était un live, en fait. Ça ressemblait à un live de n'importe quel intervenant en politique ou opposant algérien qui le fait depuis l'étranger. Vous le remarquerez, à chaque fois, il nous reproche de parler depuis l'étranger. On est arrivé à avoir un chef de l'État qui fait des lives sur Twitter depuis l'étranger avec un téléphone. Ce qui change, c'est la position du téléphone à gauche et le drapeau national à sa droite. Mais on sent très bien que c'était un discours par infraction
pour vous dire à un certain clan du régime que je suis toujours là, qu'il ne faut pas songer à mon départ, il ne faut pas songer à préparer l'après-Tebboune, je suis toujours le chef, je suis debout, je peux toujours gouverner. Le souci, c'est qu'ils se sont donnés en spectacle parce que l'observateur national et international va tout de suite comprendre, et surtout les gouvernements étrangers vont tout de suite déceler la crise et l'énorme malaise que vit l'exécutif algérien. Et deuxièmement, quand vous avez un chef de l'État qui vous annonce qu'il va signer la loi de finances 2020, alors que la loi de finances 2020 se termine, il doit signer la loi de finances 2021, et qui va rentrer dans 1 semaine, 2 semaines, voire même 3 semaines, alors que l'actuelle constitution l'oblige à présider un conseil du gouvernement avant le 31 décembre de l'année en cours, afin de signer, de promulguer la loi de finances de l'année suivante. Donc, il y a irrespect de la Constitution, il n'y a pas de respect de la date. On sent très bien que le monsieur n'est pas à l'aise sur le plan sanitaire et il n'est pas apte, sur le plan même intellectuel, à gérer ou à gouverner un pays tel que l'Algérie. Déjà, il n'est pas légitime et en plus, sa santé ne lui permet pas. Maintenant est-ce que... Je vous en prie, allez-y. Je vais revenir vers vous, Yahya Merhiouba. On va, de toute manière, tout ça, effectivement, ça s'enchaîne et puis c'est lié. Et donc, on a 1 heure encore d'émission et on va s'intéresser à cette actualité. Je vous le rappelle, donc, avec donc, les fils d'Ahmed Gaïd Salah, ancien chef d'état-major qui nous a quittés donc, en décembre 2019, donc, qui sont sur les bancs des accusés. Je le rappelle aux téléspectateurs qui viennent de nous rejoindre, à savoir Mourad Boumedienne, Hicham et Adel, qui sont ses fils, et puis donc le beau-frère, Arwa Abdelmalek, donc, qui ont été dénoncés par l'ex-député vice-président de l'APN, Bahaeddine Tliba. Alors, une question à vous deux, je vais donc reprendre le tour de table par ordre. Farida Midi, on sait que donc, Tliba, donc, l'ex-député et vice-président de l'APN, est en prison maintenant depuis plus d'1 an. Procès en septembre, procès en fin novembre, avec, si je ne me trompe pas, donc on requis 7 ans de prison et quelques centaines de milliers de dinars. Pourquoi il fait ça aujourd'hui? C'est parce que vengeance, il est vendu, c'est orchestré peut-être pour faire tomber Tebboune, qui est actuellement, comme le disait Yahya Merhiouba, fragilisé. On sait que Tebboune donc, a été mis en place par Ahmed Gaïd Salah, que c'est protégé. Ça, c'est l'histoire politique qui le dit. Derrière vous, pourquoi il fait ça maintenant, alors qu'il aurait pu le faire auparavant? Parce qu'il a vu que c'est les dernières du clan Gaïd Salah. Donc, et en plus, c'est ses enfants. Il a très bien compris. Il sauve sa peau. Hein. Il a dû négocier quelque chose. Après, bon, enfin, c'est des spéculations. Hein. Moi, voilà. Il a dû négocier ou sa peine, voilà. Après, franchement, je vais peut-être être ennuyeuse là-dessus. Ça fait partie du paysage. En fait, j'ai l'impression qu'on est en train de regarder une pièce de théâtre depuis quelque temps, où il y a des longueurs, où il y a des lenteurs, où il y a le même scénario qui se répète, c'est le même c'est Tliba qui a révélé que les parlementaires ont acheté leur siège et que ça dépend de la position au Parlement pour que ça coûte tel ou tel prix. Bon, lui, il est en prison, mais le reste des parlementaires, ils sont au Parlement. Bon, déjà, c'est une aberration. L'aberration, c'est pareil. C'est un président. Nous, on parle ni de l'état de santé d'un homme, ni il y a des millions de gens qui ont attrapé la Covid dans le monde. On ne va pas tous commenter leur état. Il y en a des centaines de milliers qui en sont morts. On ne commente pas leur état. Là, on est en train de commenter, en fait, c'est même pas l'état. On est en train de commenter l'absence d'un président depuis 2 mois et un appareil judiciaire qui ne bouge pas pour faire ce qu'il a à faire. Sachant que les citoyens veulent un État de droit et un État démocratique. Ça fait pratiquement maintenant 2 ans qu'ils sont dans la rue. Ils ont arrêté d'être dans la rue à cause d'un virus, pas à cause d'autre chose, parce que même après les élections de Tebboune, il y avait, enfin les élections, je suis désolée, j'ai tellement envie qu'il y ait des élections. Vous rêvez, oui. Voilà, donc même après l'avoir mis en place, les gens étaient dans la rue. Ce qui les a arrêtés, c'est une seule chose, c'est ce virus, c'est pas autre chose, parce qu'ils n'ont pas
les citoyens algériens n'ont pas encore et n'ont toujours pas obtenu ce qu'ils veulent. Donc, ce qu'il y a en fait, et cette affaire-là des enfants de Gaïd Salah, ben, j'ai envie de dire... Est-ce que ce n'est pas une manière pour aussi un peu détourner et faire diversion par rapport au peuple algérien, par rapport au Hirak, en disant mais attendez, nous on est en train de s'occuper de toute cette Hassiba, cette junte, toutes ces personnes qui ont dilapidé. J'ai envie de dire c'est une énième diversion. Donc il y en a eu plein, c'est encore une diversion. Ça c'est une évidence. Tout le monde sait que ça fait des années que ces gens, des décennies que ces gens-là, dans l'Est algérien et un peu partout en Algérie et à l'étranger, bien sûr qu'ils ont détourné l'argent public, bien sûr qu'il y a des scandales énormes, mais ce n'est pas les seuls. Il y a plein de gens qui ont fait la même chose qu'eux, qui sont encore dehors, qui ne sont pas en prison. Pendant ce temps, il y a d'autres personnes qui sont innocentes et qui sont condamnées parce qu'elles se sont exprimées librement. Et ça, c'est absolument scandaleux. On y reviendra tout à l'heure. On a eu le plaisir, pas vraiment un plaisir, mais on vous a diffusé en hommage quelques portraits de quelques détenus, puisque selon la CNLD, il y en a une centaine aujourd'hui, mais recensés, on va dire, il y a beaucoup de kidnappings et il y a beaucoup de jeunes, encore une fois, journalistes, confrères, consoeurs, jeunes filles, jeunes garçons qui sont emprisonnés. Farid Demes Deba, alors d'abord une réaction parce que je vous ai vu tout à l'heure pendant l'intervention de notre invité Yahya Merhiouba, vous étiez un peu en désaccord, donc bien évidemment vous pouvez aussi réagir en apportant votre réflexion. Et puis j'ai envie de vous poser la même question. Pourquoi aujourd'hui quelqu'un qui est en prison maintenant depuis plus d'1 an, en l'occurrence Bahaeddine Tliba, s'exprime en dénonçant des personnes comme en l'occurrence les 4 fils de Ahmed Gaïd Salah. Bon, alors je vais revenir un petit peu en arrière, on va rebobiner un petit peu le film. Par rapport à la réaction, oui, je ne pense pas que, pour rebondir sur les propos de votre intervenant, que comme quoi il y a une sorte de guerre des clans, sincèrement. Boun, il est au plus mal. Donc s'il y avait quelqu'un à faire sauter comme un bouchon de champagne, c'était très simple à faire. C'était le moment. Voilà, si on avait voulu l'évincer du pouvoir en disant que comme quoi, c'est très simple de le mettre directement au vide ordure, sachant qu'il est complètement inapte à exercer Donc c'est très simple. Santé et encore parce qu'on n'a pas encore tous les éléments, mais en tant qu'homme politique, mais ça je vous le concède, il n'y a pas de problème, mais en tant qu'homme politique, d'ailleurs je trouvais l'analyse aussi de Yahya Merhiouba aussi pertinente politiquement. On voit qu'il y a une guerre des clans aujourd'hui et que c'est peut-être une possibilité de le faire tomber. La guerre des clans en Algérie, ce n'est pas d'aujourd'hui. Moi, sincèrement, je ne la vois pas. En tout cas, concernant Tebboune, je ne la ressens pas. Vraiment, je ne la ressens pas. Parce que si véritablement il y avait une guerre de clans telle qu'on peut se l'imaginer, c'était vraiment le moment, pendant les 2 mois, de le mettre out, de le sortir du game, de sortir du jeu. Désolé, mais c'était très simple. Alors, soit c'est des branquignoles, mais ça, on le savait déjà, mais en termes de géopolitique, là, il faut qu'il remballe. Mais comment un coup d'État Mais non, il est inapte, il est malade, il est HS, il a un tube dans le... Il suffit de prendre 2-3 vidéos de lui avec un tube dans la bouche, diffuser, hop, on envoie ça, on prend son prédécesseur, c'est le président du Sénat. Voilà, c'est facile. En soi, ça, c'est rien du tout. Donc, c'était le moment, si on voulait l'envoyer au vide ordure. Avec une justice, une magistrature qui fonctionne normalement. Même pas. Ça veut dire à la vindicte populaire, une photo, une vidéo d'un homme avec un tube dans la bouche, plus jamais de Abdelaziz Bouteflika bis. Plus jamais ça y est, c'est fini. C'est pas si simple en Algérie. Ça, j'en sais rien. Ça, franchement, je suis pas. Sincèrement, je ne sais pas. Ensuite, pour revenir. Vous ne savez pas, Farid Demes Deba, c'est pas si simple en Algérie de pouvoir faire passer des. On connaît la complexité de la justice, des lois. Il y a cette justice du téléphone. On s'exprime, on est emprisonné. S'il y avait une guerre des clans, aussi puissante qu'on peut l'imaginer dans le fantasme qu'on peut avoir de ce que peut être cette guerre des clans. Mais c'était le moment justement de l'évincer, Tebboune. Il n'y avait pas un moment idéal plus que celui-là. Donc c'est pour ça que là, je me dis, ok, je peux bien entendre l'argument.
Mais quelque part, quand on voit le silence radio pendant 2 mois, cette chape de plomb qu'il y a eu, même l'information, il a le Covid, je suis désolé, ça vient de l'Arabie Saoudite, l'information, ça vient même pas de la présidence. Si on veut un complot derrière, les gars, ils s'y prennent vraiment très mal, parce que s'ils avaient l'information et ils voulaient le faire sauter, bah, c'était très simple. Ils balancent Covid, il est en réanimation, c'est très facile d'envoyer des scuds comme ça. C'est facile en information. Donc selon vous, cet ex-député, c'est quoi? C'est un choix, une décision intègre qui peut être d'ailleurs, c'est votre avis, qui peut être en faveur du peuple algérien en disant ça suffit, je dénonce. Je ne me suis pas encore exprimé sur ce type-là. Je parlais par rapport à l'intervention de Alors votre sur cette question précisément, parce qu'on a Aïssa Rahmoun qui vient nous rejoindre. Sincèrement, c'est pas la première fois qu'il balançait comme ça. Déjà à l'époque, avant qu'il soit emprisonné, il avait, comme qui dirait, balancé en disant voilà, j'ai magouillé, mais avec moi il y avait tel et tel, j'étais pas tout seul, on était tous ensemble. Et d'ailleurs, vous l'avez si bien indiqué, comme quoi c'est lui qui a balancé en disant voilà, si on veut devenir député, il fallait payer, etc. Ah ouais, d'accord. Mais comme ce n'est pas un état de droit, aucune enquête, pas de dissolution de l'Assemblée nationale, rien, on s'en fiche. Certes, c'est peut-être à l'heure actuelle, ce ne sont que des oui-dire. Après, il n'y a pas d'enquête qui ont été diligentées. Mais c'est là où il y a le problème. C'est à partir du moment où un homme comme ça balance ce genre de choses et que derrière c'est pas suivi par des enquêtes, là je me pose la question. C'est la question que j'ai posée. C'est là où je me dis qu'il y a un problème véritablement au niveau de la justice, qu'elle est totalement sclérosée. Je pense que la justice en Algérie, c'est un des mots les plus importants du pays. Et c'est ce qui fait qu'à l'heure actuelle, l'Algérie ne s'en sort pas. C'est parce que la justice est sclérosée. Je vais justement poser la question à Aïssa Rahmoun, qui est lui donc avocat, qui fait donc partie de cette justice et qui fait un travail. Et je voudrais encore une fois avoir une pensée pour toutes les avocates et avocats dans ce pays, notre pays, l'Algérie, qui essayent de faire un travail au quotidien, tant bien que mal. Aïssa Rahmoun, bonsoir maître. Oui, bonsoir Chaban, bonsoir à tous les invités d'Aouras TV. Merci infiniment. Avocat et vice-président de la Ligue algérienne des droits de l'homme. Je vais faire appel au juriste que vous êtes, maître Rahmoun, avocat. Derrière vous, comme ça, en essayant un peu d'avoir une analyse et en prenant de la hauteur et avec vos compétences professionnelles en tant qu'avocat, pourquoi est-ce que après un an d'emprisonnement, qu'est-ce qu'il y a derrière, selon vous, cette dénonciation de ces quatre fils d'Ahmed Gaïd Salah? Et puis on sait aussi que Tliba a eu des relations professionnelles avec des sommes faramineuses, notamment, si je ne me trompe pas, avec l'un des fils, c'est Boumediene. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Est-ce que c'est tout simplement peut-être que Tliba s'est réveillé hier en disant « Je vais libérer ma conscience, mon peuple veut une démocratie, une liberté, et je vais le soutenir et je vais l'aider » ou est-ce que c'est peut-être la guerre des clans qui se prononce encore plus? Je dirais que libérer sa conscience, comme disait Jacques Brel, il faut avoir bonne conscience déjà. Libérer sa conscience réellement dans ce cafouillage politique, juridico-politique à la fois. Je suis tout à fait d'accord et je rappelle une qualification, une belle analyse de Si Abdelhamid Mehri Rabbi Rahmou, qui, à l'occasion du coup d'État scientifique qui s'est opéré au FLN, qui disait que les choses ne se sont pas passées au FLN, mais les choses se sont passées sur le FLN. Actuellement, la justice algérienne, les choses ne se passent pas dans la justice algérienne. Les choses et les stratégies politiques se passent sur la justice algérienne. Il ne faut pas qu'on se trompe. Il faut savoir que Bahadine Taliba, il était vice-président d'un pouvoir législatif dans un pays qui se respecte, où il y a la séparation des pouvoirs, où les institutions travaillent conformément à la Constitution, aux lois organiques, au régime interne du fonctionnement de ces institutions. Il s'agit d'un vice-président d'une Assemblée nationale populaire.
selon la qualification de juridique et politique à la fois. Souvenez-vous que l'un des porte-paroles de Bahadine Priba, qui était Sdira, pour rappeler cette personne et ce personnage à la fois, avait déclaré avant la mise en détention de Baha Priba des déclarations assez importantes et fracassantes qui frappent de plein fouet l'instabilité ou bien la stabilité des institutions de la République. Après l'incarcération de Bahadine Taliba, beaucoup de révélations sur le fonctionnement de la PN, mais aussi sur l'élection et le mode opérationnel de la mise en place de cette institution législative qui est censée être l'institution du peuple algérien par voie d'élection, par voie de suffrage du peuple algérien. Une troisième révélation qui arrive sur fond de manipulation politique, bien sûr, mais je partage l'idée que de la lutte des clans alliés. Vous savez, je vais vous dire, et puis l'histoire des négociations faites à l'occasion de conflits politiques, à l'occasion de révolutions sur fond de conflits politiques, que toutes les négociations pratiquement se font en prison. Quand il y a des détenus politiques, que ce soit de l'opposition, mais aussi des régimes autoritaires. Les premières négociations se font en prison, dans les maisons d'arrêt. Et celui qui est détenu est dépourvu de sa capacité de négociation. Pourquoi? Parce on lui a ôté la chose la plus précieuse pour un humain, qui est la liberté. Avoir l'épée de Damoclès sur son cou, c'est réellement céder et avoir cette tentation à quitter la prison à tout prix, même si la condamnation va être un peu révisée par le régime en place. Bahadine Taliba, je dirais qu'il avait subi cette pression de négociation à tel point qu'il balance un clan du régime. Sur fond de relaxation, pas de relaxation, excusez-moi, pour le juriste que je suis, d'un pourvoi en cassation qui est frappé de nullité, qui renvoie l'affaire au tribunal militaire de Blida pour l'affaire concernant Toufir et Tartaï. Avec l'arrivée de Nezdar qui purge son mandat d'arrêt international en vue de la préparation du procès qui est revu par la Cour suprême. Dans tout ce cafouillage politique intervient effectivement les déclarations de Taliba qui accusent frontalement et qui met à l'écoulihal devant la responsabilité institutionnelle la justice algérienne, à sa tête le ministre de la Justice, Zarmati, face à cette déclaration. Il faut savoir que l'Algérie a ratifié la Convention internationale de lutte contre la corruption 2003-2004, si je ne me trompe pas, mais aussi l'article 150 de la Constitution. Mais quelle Constitution, réellement? C'est la question qu'on se pose. Et l'ancienne Constitution qui est à l'arrêt, la nouvelle qui n'est pas activée, voilà réellement la situation kafkaïenne, institutionnelle, constitutionnelle dont se trouve le pays. Abdelmajid Tebboune, dans toute cette configuration, dans toute cette brouhaha politique, je dirais un collègue, et puis j'ai eu l'occasion de le dire et je le réaffirme, Abdelmajid Tebboune, à sa candidature, quand il était postulant au poste de premier magistrat du pays, il avait un choix, soit Troh al-Habs, soit Touli Raïs. Je pense qu'il a fait le bon choix, il est devenu chef de l'État, il a choisi la bonne piste en ignorant la mauvaise qui est celle de se livrer à la justice et puis d'être à côté de Slal et Douihia dans les maisons d'arrêt.
Merci maître. Restez avec nous, notamment la prochaine question vous concernant, c'est est-ce que derrière ces accusations, parce que ce sont des accusations avec un collectif d'avocats, et puis je pourrais aussi citer quelques plaintes pour ces quatre fils, et je vais juste donner la parole derrière à Yahya Meryoba, mais voilà, donc ce sont des sommes d'argent en centaines de milliards et des biens d'une valeur inestimable que les mises en cause, donc ces quatre fils et le beau-frère, ont pu engranger en une période courte d'à peine 3 ans, escroquerie sur des hommes d'affaires, pression sur les walis pour acquérir des biens publics, transfert de propriété de plusieurs biens publics appartenant à des entreprises nationales, j'en passe, des vertes et des pas mûres. Yahya Meryoba, donc sur la thématique précise, même si vous l'aviez évoqué tout à l'heure, selon vous, même question d'un point de vue général un petit peu, c'est pourquoi ces dénonciations, elles arrivent maintenant? Est-ce qu'il y a une orchestration? Est-ce que c'est une volonté de Tliba de se libérer la conscience, ou est-ce que voilà, il y a une négociation? Alors ça fait rire mes invités quand on parle de liberté de conscience, mais libération de conscience. On vient d'en parler aussi avec Maître Rahmoun qui citait Jacques Brel, mais voilà, derrière vous un peu, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est aussi on l'a poussé à négocier pour avoir une peine plus clémente, et puis derrière peut-être faire tomber indirectement, alors je sais que Farid DMS de Bas est très mitigé là-dessus sur notre plateau, mais faire tomber à un moment donné Abdelmajid Tebboune. Alors, juste une petite précision. Je vous en prie. Quand j'ai parlé de tout à l'heure, je n'ai pas dit qu'il y avait une guerre des clans. Mais il est normal que dans un pays où c'est la junte militaire qui désigne un président, qu'un président ou un chef de l'État qui est absent pendant 2 mois, que les gens au niveau de la haute sphère militaire et sécuritaire, commencent à réfléchir ou réfléchissent sur les plans B et C, sur l'après-Tebboune. C'est ce qui s'est passé durant... Faut-il que les plans A, B, C soient faits en comportement de bon père de famille, dans des normes judiciaires, avec des règles aussi de déontologie? Il n'y a aucune norme. Il n'y a ni norme judiciaire, ni norme politique. La norme, c'est le clan le plus fort du moment qui gouverne le moment. Et on verra pour la suite. Il n'y a aucune vision. D'ailleurs, je vais répondre à votre question sur Tliba, et on verra bien qu'on est en train d'assister à la liquidation de l'héritage Gaïd Salah et du clan Gaïd Salah. Si ce n'était pas facile pour les généraux de dégommer Tebboune, à mon avis, il y a 2 choses. Il y a 2 raisons. La première, c'est qu'ils ont eu beaucoup de difficultés à imposer le 12 décembre 2019 et à trouver un chef de l'État. Donc, ils n'ont pas envie forcément de revenir vers ce genre de scénario, retrouver un candidat et convaincre la population ou une partie de la population à aller voter sur ce candidat ou à participer même dans un semblant d'élection présidentielle. Et le deuxième point qu'il ne faudrait pas oublier, c'est la sortie médiatique du président français Macron qui, au moment où l'on l'attendait le moins, disait qu'il encourageait les efforts de réforme de M. Tebboune, que M. Tebboune était un gars formidable et qui soutenait la transition engagée en Algérie. On connaît pas, on ne sait pas où est, on n'arrive pas à déterminer de quelle transition parle M. Macron, d'où tient M. Macron ce côté très positif de M. Tebboune. On sait très bien que la France et les pays occidentaux, mais à leur tête la France, ont des intérêts en Algérie, ce qui fait que remplacer Tebboune ou pas n'est pas seulement une question de généraux et malheureusement n'est pas seulement une question algérienne, c'est une question internationale. Je ferme la parenthèse. Je vous réponds pour M. Tliba. Alors là, on est en train d'assister à la liquidation totale de l'héritage du clan Gaïd Salah, ou de l'époque, ou de l'ère Gaïd Salah, qui était, à mon avis, une parenthèse à l'intérieur de l'histoire de la junte militaire algérienne qui gouverne l'Algérie. On a dû négocier avec lui, on a dû lui promettre une réduction de peine, parce que comme disait votre invité, M. Tliba n'a pas de conscience, et elle est originaire de Annaba, la dame, elle connaît mieux M. Tliba que moi. Comme disait M. Rahmoun, Maître Rahmoun, ce qui est le plus grave, c'est que M. Tliba était le vice-président de l'Assemblée nationale, était le pouvoir, représentait ou incarnait le pouvoir législatif en Algérie, et il se met à dire que les députés ou les postes de députés se vendent et s'achètent, et là il nous dit qu'il était au courant des affaires des enfants, des douteuses des enfants de Gaïd Salah. Je ne mets pas en doute ces affaires, on connaît très bien la qualité de Gaïd Salah,
et la qualité de ses enfants et son amour pour l'argent quand il était chef de région militaire à Annaba durant les années 80 ou 90. Excusez-moi. Donc ça je ne suis pas là pour discuter de cela. Mais ce qui est à discuter ou à observer, c'est cette liquidation de l'héritage Gaïd Salah et le retour des faucons, comme je les appelle moi, c'est-à-dire je ne dirais pas les éradicateurs, parce que même Gaïd Salah était un éradicateur, mais ce qu'on appelle, ou ce que j'appelle moi, les Tawfiq Boys. On assiste aujourd'hui, ça a commencé avec la libération d'Arbrab. D'ailleurs, vous remarquerez aujourd'hui, quand la presse algérienne, à travers l'Ouatan, annonce officiellement le retour de Nzar, et on l'a annoncé depuis quelques jours, c'était un retour par avion militaire, un vol spécial militaire affrété par l'armée algérienne. C'est pour vous dire que les mandats d'arrêt internationaux, même nationaux, en Algérie, n'ont aucune valeur. C'est juste pour dire aussi, et je m'en excuse auprès de Maître Rahmoun, la justice, combien la justice en Algérie, c'est une blague, et au lieu d'être autre chose. Le jour où on annonce le retour de Nzar, le soir d'Algérie annonce aussi, ils l'ont appelé ainsi la réconciliation entre Rebrab et l'entreprise Hyundai sous l'égide du ministère de l'Industrie, M. Farhat Aïtali, qui n'était autre qu'un des conseillers de Rebrab durant les années 90 chez Civital. Donc, comme on dit en français plutôt, la boucle est bouclée. Rebrab qui revient avec Hyundai, Nzar qui rentre en Algérie, Général Tawfiq qui fait sa rééducation à la clinique militaire de Bouchaoui, Amara Ben Younes qui sort de prison depuis quelques semaines, comme si que ces gens-là n'ont pas de problème avec la justice, n'ont pas confisqué la vie des Algériens, n'ont pas confisqué l'expression politique des Algériens. La liberté, tout simplement. Restez avec nous, Yahya Merhiba. Je voudrais juste rappeler aux téléspectateurs, donc Khaled Nezad est en Algérie apparemment depuis le 11 décembre. Donc c'est l'ancien chef d'état-major de l'ANP, ex-ministre de la Défense nationale. Il était exilé, notamment sa condamnation était tombée lorsqu'il n'était pas en Algérie. Une question pour vous deux, c'est intéressant ce que vient de dire, en tout cas vous allez donner votre avis, ce que vient de dire Yahya Merhiba. Il dit: nous sommes en train d'assister à la liquidation du Hlan Ahmed Gaïd Salah. C'est la question que je vais poser à Maître Aïssa Rahmoun. Mais est-ce que ça va marcher réellement? Est-ce que ces 5 protagonistes, en l'occurrence les 4 enfants et puis le beau-frère, est-ce que réellement ils vont être poursuivis? Est-ce que réellement il y aura une enquête? Est-ce que réellement ça va aboutir? Je vais revenir un petit peu à ce que j'avais dit tout à l'heure. Moi, je suis restée, bloquée sur le mois de mars, l'arrêt des manifestations de cette révolution, du Hirak. En fait, on est en train de revenir à une époque noire de notre histoire, à laquelle on n'a pas envie de revenir. Donc, en fait, c'est comme s'il y a eu un match de basket, il y a un temps mort, sauf qu'il y a une équipe qui est sortie. Nous, le peuple, il y a une équipe qui a continué à jouer. C'est de la triche, ça va pas. Voilà. Donc en fait, l'équipe qui est sortie pendant ce temps mort-là, qui est sortie du terrain, il faut qu'elle revienne au terrain. Voilà. Et là, on n'aura pas ces discussions n'auront pas lieu d'être. Oui, en fait, ce que vous voulez dire, c'est que tout ça pour vous, c'est quoi? C'est une autre partie de l'Algérie, notamment le pouvoir en général qui... En fait, on est en train... Effectivement, c'est un retour en arrière. Absolument, c'est un retour en arrière qu'il faut empêcher, en fait. Parce qu'au vu de ce qui s'est passé dans cette période-là, où ces gens-là avaient la main mise sur l'Algérie, je pense que c'est des leçons à tirer pour tout le monde. Les conséquences étaient gravissimes en termes de... Il y a eu mort d'homme, il y a eu des morts. Il y a eu des gens qui sont morts. Il y a un monsieur qui a repris l'avion, qui est rentré en Algérie. Quelle est l'urgence de faire rapatrier un monsieur de plus de 80 ans sur un avion militaire, en fait, aux frais du peuple? C'était quoi l'urgence exactement? Donc voilà, alors qu'il y a des centaines, des milliers, des dizaines de milliers d'Algériens dans le monde entier qui ont envie de rentrer. Et qui n'ont plus de quoi vivre, en fait. C'est le premier Algérien qui a une affaire de crime de guerre et bientôt de crime contre l'humanité.
Voilà, donc c'est ça en fait les choses auxquelles il faut vraiment se référer parce que ces gens-là en fait ils ont fait énormément de mal en Algérie. Donc là, ce retour à ce système-là en fait c'est parce qu'il y a eu un temps mort. De leur côté, il y a un agenda qui est en train de suivre son cours et qu'ils veulent absolument mettre en place, d'où les deux interventions de Macron vis-à-vis de Tebboune, une fois dans le journal Jeune Afrique et une autre fois par téléphone. Apparemment, ces jours-ci, il était lui-même atteint. C'est pas la thématique du jour, mais Yahya Meryoubal a évoqué, est-ce que justement ce moment précis où Emmanuel Macron, président français, parle de courage à Abdelmadjid Tebboune, alors que le peuple algérien ne sait pas du tout où il est, ce qu'il en est. Il parle aussi de sa transition. Est-ce que c'était pas fait à un moment bien précis où éventuellement Emmanuel Macron était vraiment au courant que Tebboune était fragilisé et qu'il serait plus de son clan, si je puis me permettre. Peut-être, hein, peut-être. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? En fait, les choses se passent de manière tellement opaque, comme ce système-là. Il est complètement opaque. C'est abscon pour les gens comme nous, en fait. Moi, j'ai pas de données, j'ai pas d'éléments. Il n'y a pas de données. De toute façon, vous allez en Algérie, quel que soit le domaine, vous n'avez pas de données. Donc, en fait, pour rebondir dessus, il y a des gens qui ont des informations par-ci, par-là, mais vous voyez bien, en fait, que le pouvoir, il est mystifié. Et c'est toujours le cas. C'est comme à l'époque Tawfiq, qu'on ne voyait pas, en fait, et qui disait que c'était Rabb Zahir, c'était le bon Dieu. Parce qu'effectivement, le bon Dieu, on ne le voit pas. Donc, sur le plan symbolique, moi, je pense qu'au niveau, en tout cas, du projet de société, et là, je reste sur mon domaine, je préfère aborder les choses que je connais plutôt, comme projet de société, c'est très symbolique, en fait. Parce que quand on parle de mystification, de Rabb Zahir, de système abscon, d'opacité, de tout ça, en fait, c'est pour exclure. Et exclure qui, en fait? Exclure le peuple. Voilà. Mais et ce peuple-là, je vais faire un peu l'exclusion. l'avocat du diable, même si on connaît les réponses, mais c'est vrai que c'est long. C'est long une révolution, même si aujourd'hui il n'y a pas de représentants, il n'y a pas d'élection, il faut des années aussi il y a tout un système, vous êtes mieux placé que moi pour le savoir. Mais quelque part, peut-être que c'est grâce à la révolution, c'est une avancée ça, d'avoir des noms comme ça qui tombent. Alors est-ce que derrière il y a manipulation? Est-ce que ça va aboutir? C'est la question que je vais poser à Maître Aïssa Rahmoun après l'intervention de Farid MS Deba, mais quelque part ce sont des premières ça en Algérie depuis des mois, d'avoir eu Yahya en prison, Sedlal en prison. Moi, j'ai envie de vous dire, il y a 1000 milliards de dollars qui sont partis en fumée. Donc pour vous, ça, c'est quelque part un peu de la fumée pour de eux, en tout cas, c'est rien. Vous savez, moi, c'est le fonctionnement, même le système qui est dérangeant. C'est un système incestuel. Vous avez un chef d'état-major qui faisait ses affaires au sein même de l'armée, en fait. Donc, il utilisait l'armée pour ses affaires. Donc, vous voyez qu'il y a quelque chose de moralement dérangeant. C'est pour ça que quand on parle de ces gens-là et de conscience... il faut déjà qu'elle existe, cette conscience-là. Effectivement, Yahya Meryoubal, il signalait que je suis de Annaba, mais franchement, je ne connais pas cette personne-là et je ne pense pas du tout que mon profil l'intéresse aussi. Donc, c'est réciproque. Vous n'avez jamais dîné avec lui. Par contre, pour vous, rapidement, en une petite minute, parce que le temps avance, toutes ces arrestations, ces procès, cours de cassation pour certaines personnalités qui ont, etc. Entre autres, pour vous, tout ça, ça n'a aucun intérêt et pour vous, c'est des... En fait, ce qui aura de l'intérêt pour moi, c'est que tous les prisonniers d'opinion, et je dis bien d'opinion, soient relâchés et que la seule négociation qu'il faut avoir, c'est la négociation de leur départ. Et par la suite, on verra un nouvel État avec les institutions qu'il faut, là où il faut. On rend hommage, bien évidemment, continue avec les détenus. Juste derrière, Farid MS Deba interviendra. À Oran, le parquet du tribunal de Fella Hussein a requis 6 mois de prison ferme à l'encontre de 14 citoyens accusés d'attroupement non armé et troubles à l'ordre public, notamment Jamila Loukil, journaliste à Liberté, Nourdine Guélil, Kassem Saïd, Kadour Choucha, que je salue, qui intervient souvent aussi chez nous, Abdelhadi Abbas, Walid Belkacem et 7 autres personnes. C'était programmé pour le 26 octobre. Ça a eu lieu ce matin. Le verdict donc est attendu le 18 janvier prochain. Et enfin, à Annaba, l'un des procès du journaliste Mustapha Benjama, chef de rédaction
rédaction du journal Le Provincial a été renvoyée ce lundi à une date ultérieure, donc toute transition toute faite. Deuxième partie de ces quelques portraits de détenus, on a vraiment une pensée pour eux, là où ils sont, et puis pour leur famille. Voilà, libérer les détenus sur ce beau prélude de Bach. Une pensée bien évidemment à tous les détenus, leurs familles en cette période aussi de changement d'année. On va passer en 2021 bientôt et on pense vraiment fort à leurs familles. Je reviens avec vous, Farida MS Deba. Même lancement que tout à l'heure. Est-ce que réellement ça va aboutir? Alors on a compris que pour Farida à midi, bon tout ça, ça reste du cinéma et ce qui compte c'est cette Algérie qui doit évoluer. Donc, est-ce que réellement ça va aboutir? Nous sommes en train d'assister à la liquidation du clan Ahmed Gaïd Salah ou pas. Et puis, en regardant ce sujet, vous parliez aussi de cette justice un peu. Ça vous révolte? Oui, comment ne pas rester insensible à ce défilement de portraits Comment, bientôt en 2021, on peut se dire qu'un pays civilisé emprisonne des détenus juste pour leur opinion? Emprisonne des gens, pardon, juste pour leur opinion. Mais est-ce que son pouvoir est civilisé? Non, mais justement, c'est entre guillemets. Oui. C'est juste effarant. Ensuite, pour répondre à votre question concernant ces mises en accusation. Après, je ne sais pas s'il y aura... aux oubliettes, peut-être. Je ne sais pas s'il y aura mise en examen ou pas. Je ne sais pas s'il y aura procès. Donc, pour l'instant, ce ne sont que des accusations. Analyses. Donc, s'il y a mise en examen, s'il y a enquête, s'il y a procès, voilà, et ce n'est que positif. Je vous pose cette question parce qu'elle est en lien aussi avec cette justice du téléphone. Parce que pour qu'il y ait enquête... J'allais y venir, justement, j'allais conclure là-dessus. Mais faut-il que cette justice soit une justice avec un J majuscule, dans le sens le plus noble qu'on peut l'entendre. Donc, mais souvenons-nous d'il y a 2 ans, comment était l'Algérie, et de maintenant. On a fait quand même un grand pas. Un grand pas parce qu'on a sorti on va dire, de la petite cache, même si c'était, on le savait, mais maintenant c'est dans la presse, c'est aux yeux du monde entier, des noms. Il y a eu des procès, il y a eu des enfermements, il y a eu des liquidations, il y a eu du travail qui a été fait derrière. Après, même si c'est un travail de clan, peu importe, l'ennemi de mon ennemi est entre guillemets mon ami, si on veut
partir dans cette analogie-là. Il y a eu des choses qui ont été faites. En 2 ans, si on reprend en arrière, si je vous avais dit, oui, on aura tant de gens de la junte au pouvoir qui seront en prison, on m'aurait regardé avec des yeux ronds. Je vous l'avoue que oui. Arrête de fabuler, Oui, c'est pas la non, c'est pas la peine. Oui. Tu es dans la 4e dimension, ça n'arrivera pas. Donc moi, j'aime bien regarder un petit peu en arrière pour mieux comprendre ce qu'on peut faire plus tard. Ce qui se passe en regardant en arrière, c'est cette prise de conscience incroyable du peuple algérien et ce hirak qui a fait que des millions, pas des milliers, mais des millions de gens, de citoyens, j'utilise ce terme de citoyens pas au hasard, sont descendus dans la rue parce qu'ils ont repris conscience de justement leur pouvoir d'Algériens et d'Algériennes, bien sûr, au sein de leur propre pays. Ça, c'est incroyable. Ça, c'est quelque chose qui, pour moi, était presque inespéré. On avait espoir, on fantasmait ça, mais on ne pouvait pas l'imaginer. Ça s'est passé. Dans un pays où une telle dictature... C'était quelque chose, c'était une leçon pour le monde entier. Là où il y avait les gilets jaunes qui cassaient tout, le hirak était là, et puis il faut dire ce qu'il en est. C'était quand même la révolution du sourire, même si la situation ne prêtait pas du tout à sourire, mais les gens l'ont fait dans la paix. Dans la paix, avec l'humour, avec tout ce qu'on peut y... Maintenant, derrière ce qui s'est passé par rapport à cette révolution, c'est que pour certains vont dire, pour certains esprits chagrins, ils vont dire « ouais, mais non, mais on n'a pas abouti, etc. » Mais on a fait un sacré pas. On a quand même sorti des noms de gens que... Voilà, on supposait plus ou moins, mais là, ça a été balancé avec des sommes, avec des biens immobiliers, etc. Puis est-ce que ce n'est pas le début du Yatna Haouga, justement? C'était ça qui était intéressant. Et puis, c'est justement, c'est le début. C'est un premier domino qui est tombé. Après, il faut continuer à faire tomber les dominos. Parfois, ça part tout seul. Et parfois, il faut retenir un petit coup de pichenette. Je pense que le Covid a fait en sorte que les dominos ont cessé de tomber. Inch'Allah, on va arriver à la fin de cette pandémie, je l'espère, très bientôt. Enfin, une pandémie peut-être, mais ce n'est pas vraiment la thématique, mais aussi une pandémie peut-être utilisée par le pouvoir pour à un moment donné... Je pense sincèrement qu'il faut être prudent par rapport à ça. Je crois que vaut mieux, par rapport à une situation aussi complexe, vaut mieux rester à la maison. Non, mais quand je dis ça, oui, non, mais bien évidemment, encore une fois, protégez-vous, je le dis à chaque émission. Mais quand on a vu que cet été, la plupart des pays ont aussi ouvert leurs frontières, c'est qu'il n'y a pas aujourd'hui de système sanitaire aux aéroports, le pays est fermé. À un moment donné, on aurait pu créer de la souplesse en Algérie. Enfin, je pense, avec des moyens, des couvre-feux entre 6 h du soir et 6 h du matin, comme si le Covid, enfin, ce n'est pas la thématique. Mais quand je dis que ça a peut-être été utilisé pour mettre un terme aussi, possible. Il y a des éléments importants qui font que... Mais disons que la pandémie est arrivée, ça a stoppé la chute des dominos. Maintenant, il faut repenser le hirak, peut-être différemment, et peut-être l'imaginer sur la suite. Ça sera le mot de la fin. Moi, je pense sincèrement, vous en avez parlé brièvement, c'est la prochaine étape du hirak, c'est de pouvoir désigner ses représentants. Ça, c'est très important. Ça sera le mot de la fin parce qu'on termine toujours justement avec cette révolution qui, je vous le rappelle, continue. Ce n'est pas parce que les gens ne sortent pas qu'à un moment donné, enfin, vous êtes le bien placé pour le savoir et vous êtes là aussi pour ça. Maître Aïssa Rahmoun, vous êtes toujours avec nous, maître? Oui, tout à fait, Charles. Alors, merci d'abord d'être avec nous. Encore une fois, vraiment un clin d'œil à nos invités qui sont par Skype et par téléphone. Mais est-ce que réellement, je reprends à cette formulation, est-ce que vraiment on est en train d'assister à la liquidation du clan Ahmed Gaïd Salah? Est-ce que selon vous, le juriste que vous êtes, est-ce que vraiment ça va aboutir à quelque chose d'abord concrètement là sur ces affaires-là, et puis ça va aboutir sur du moyen et du long terme pour libérer le pays, avoir peut-être donc une justice plus libérée, parce que derrière, effectivement, il y a les juges derrière ces accusations. Est-ce que pour vous, on est, avec ces affaires-là, on est en train d'assister à la liquidation du clan Ahmed Gaïd Salah, par exemple? Permettez-moi, Chaban, il y a une des chansons de Matoub Lounas, permettez-moi bien sûr de relire ça et de l'interpréter en kabyle. وتسفناري محدان دغيا اللي جرسنا مكران
mais actuellement, ça veut dire réellement qu'ils ne vont pas trouver de parrains, de protecteurs qui vont en fin de compte les aider à surpasser des situations, à dépasser des situations. Comme des bêtes féroces, ils vont s'entretuer. Le peuple algérien est en train de vivre cette situation en très bon observateur, mais aussi en élément social qui participe à la vie politique, sociale, économique, juridique à la fois. Voir ces bêtes féroces du pouvoir, les enjeux de pouvoir, ça tue des États, ça tue des régimes, ça tue des démocraties, ça tue des États de droit. On est en train d'assister à une pagaille, à une lutte acharnée de châteaux. Cela n'intéresse pas les Algériens en termes de construction d'un État de droit, d'un État démocratique. Cela nous intéresse réellement, et ça c'est de la satire, à se voir s'entretuer binathum, à se voir se rendre des comptes binathum. En fin de compte, le peuple algérien avait raison et l'opposition réelle en Algérie, les militants des droits de la personne humaine en Algérie, on disait à chaque fois que l'humain est la notion de l'humain qui est au cœur de l'humanité en fin de compte. Parce qu'il faut transcender, il faut savoir transcender les clivages, il faut savoir être consensuel dans son débat, dans sa manière d'être réellement, si on veut construire un État. Se voir s'entretuer, c'est vraiment un spectacle désolant, mais aussi il y a une petite jouissance intellectuelle en fin de compte, parce qu'on avait raison. Le peuple avait raison. Les militants des droits de la personne humaine avaient raison. L'opposition réelle avait raison. Maître Rahmoun, le temps avance vite, malheureusement, c'est à chaque fois c'est comme oui, ça. Mais vous parlez de... Non, mais je vous laisse la parole encore 2 minutes, mais vous parlez de jouissance intellectuelle. C'est vrai que ça peut faire plaisir aussi aux familles aux 4 coins de l'Algérie de voir à un moment donné ces têtes tomber. En tout cas, on en parle. C'est vrai que vous le disiez, Farid DMS de bas sur le plateau, c'est une avancée. Mais est-ce que pour la justice, vous, par exemple, demain, vous croyez réellement qu'il y aura un procès avec des magistrats, des juges neutres, que derrière, il y aurait moins de justice du téléphone parce qu'elle va exister encore, malheureusement? Est-ce que réellement, il y aura une avancée à ce niveau-là? Vous savez, il faut faire la part des choses. Il y a des juges, on en connaît un bout, des magistrats qui sont très corrects, courageux, qui se fient qu'à la loi, qu'au droit. Le club des magistrats, et je rends un grand hommage, c'est Marzouk, magistrat radié, et puis au club des magistrats, qui sont pour la plupart une génération de ولاد الشعب. واحد تلقى باباه كان policier, واحد كان cordonnier. Ils sont souvent harcelés aussi, hein, intimidés. Ils sont très harcelés, très intimidés. On en connaît un bout. Mais pour l'ancienne génération, et puis là, il y a le conflit de génération même dans le corps de la magistrature. À la belle, comme disait Kateb Yassine, et permettez-moi, Chaban, de terminer sur ça. Oui. Sur le front social. Kateb Yassine disait, j'en connais des gens qui ont supporté la torture et la prison. Ils se mettent à genoux devant le luxe et le confort. Pour la nouvelle génération, il s'agit aussi d'un problème générationnel, réellement. La nouvelle génération de magistrats ont donné, parce que tout ce qu'ils peuvent comme énergie, comme intelligence juridique pour aider le Hirak. Mais l'ancienne génération, et c'est désolant de le dire, même si c'est nos aînés, ils ont un peu trahi le peuple. On est devenu la risée du monde. On est devenu la risée de l'Afrique du Nord. Vous savez qu'au Maroc, qu'en Tunisie, quand tu évoques avec mes confrères avocats, et je salue tous mes confrères de Tunisie et du Maroc au passage, quand ils me disent que ce qui arrive à votre pays,
Ce pays qui a enfanté tant d'écrivains, tant de journalistes, tant de militants politiques, tant de militants pour les droits de la personne humaine. Qu'est-ce que fait les juristes et les magistrats de votre pays? La responsabilité est engagée au niveau de la justice algérienne. Rabbi yahdihum. Merci. Rabbi yahdihum. Merci Maître Rahmoun, merci Aïssa Rahmoun, avocat et vice-président de la Ligue algérienne des droits de l'homme. Je vais laisser la parole, ça sera aussi le mot de la fin pour Yahya Merhiouba et puis je terminerai avec mes deux invités. Yahya Merhiouba, peut-être une réaction sur ce que vous avez entendu et puis je reviens et on termine toujours avec aussi cette pointe positive, c'est ce peuple algérien qui continue, qui ne se préoccupe pas, c'est vrai, du calendrier, de l'échéancier du pouvoir, mais qui continue à garder son cap et à lutter coûte que coûte pour voir une nouvelle Algérie. Oui, absolument. La solution reste dans la mobilisation du peuple algérien. Il est impératif que le Hirak, dont ces marches populaires reviennent, au moins dans le premier trimestre 2021. Il faut que l'élite politique algérienne prenne conscience de cette nécessité, puis prenne ses responsabilités, comme on a été assez responsable pour rappeler les gens à ne pas manifester avec l'apparition du Covid-19 en mars 2020. Il faut aussi prendre la responsabilité aussi quand la crise sanitaire, bien sûr, soit maîtrisée et puis quand la campagne de vaccination voit le jour en Algérie, à appeler au retour du Hirak et à appeler au retour des marches, parce qu'aujourd'hui, notre pays il est au bord de l'effondrement sur le plan économique, il est au bord d'une crise politique qui ne dit pas un petit peu son nom. Sur le plan international, l'Algérie est un pays isolé qui ne pèse plus rien, ni au Maghreb, ni en Afrique, ni dans le monde arabe. La monnaie nationale, elle est en pleine dégringolade et les prisons algériennes sont de plus en plus pleines de prisonniers politiques. Il ne faut pas oublier les prisonniers politiques. Il faut être solidaire avec eux, solidaire avec nos camarades et nos frères de rang qui ont comparé aujourd'hui, solidaire avec M. Kshida, avec tous les journalistes, avec tous les militants et les prisonniers qu'on ne connaît pas. Il faut savoir que la wilaya d'Adra enregistre la deuxième liste la plus large après la wilaya d'Alger en termes de prisonniers politiques. C'est pour vous dire que le Hirak, c'est un Hirak national, ce n'est pas un Hirak du Nord, ce n'est pas un Hirak du Sud, ce n'est pas un Hirak de blanc ou de bourgeois ou de noirs ou de kabyles ou d'arabes. Le Hirak de l'Algérie. C'est un Hirak d'Algériens et d'Algériennes, surtout, pour libérer ce pays. Juste une petite parenthèse, Madame Hamidi. Allez, rapidement, Yahya. J'ai parlé d'Annaba, ce n'était pas pour vous dire que vous le connaissiez personnellement. Je sais, qu'il avait fait tellement de ramasse à Annaba que peut-être mieux au courant que moi qui est d'Alger. C'est vrai en plus. Merci pour pas de souci. Merci, Yahya. Il faut avoir le courage. J'appelle tous les responsables politiques qui nous regardent. Il faut avoir le courage de dire au peuple algérien qu'il faut redescendre dans la rue. Il faut redescendre dans la rue d'une manière pacifique. On peut le faire. On peut prendre les moyens de précaution, de sécurité avec des masques, avec une certaine distanciation sociale. Mais il faut se réapproprier la rue. Merci. Sans la rue, ça va revenir, Tawfiq va revenir et on risque de retourner malheureusement aux ténèbres des années 90. Merci Yahya Merhiouba d'avoir été avec nous. Écoutez, vous avez 40 secondes chacun, peut-être le mot d'espoir. On va commencer par vous et on terminera par Farida Hamidi. Avant de clôturer avec un mot d'espoir, je voulais juste rebondir sur... Une minute, vous avez une minute. D'accord, Farida, je fais vraiment vite. rapidement. Rebondir sur justement les mots d'encouragement de Macron. J'ai trouvé ça déplacé, j'ai trouvé ça honteux. On a parlé des détenus d'opinion. Comment un chef de l'État d'un pays qui se dit pays des Lumières puisse se permettre de féliciter, d'encourager un président, pour ça, mais rapidement, pourquoi qui enferme son 30 secondes. Pourquoi, selon leader vous d'opinion. Pourquoi, selon vous? Pourquoi il a fait ça, selon vous, rapidement? J'aimerais bien, honnêtement, en 15 secondes, c'était pas possible. Il faudrait. Maintenant, pour la note positive, j'espère qu'après cette pandémie, on redescendra dans la rue, peut-être s'organiser
avec d'autres moyens. Il y a d'autres moyens qui existent de communication, etc. Essayer de trouver des petits représentants et avancer dans ce sens-là. Je crois que cette période aussi, elle a permis au Hirak de prendre de la maturité. Peut-être que cette pause, elle était importante. Il y a eu cette effervescence dans la rue tous les vendredis, les mardis, le jeudi, le dimanche. Mais peut-être que là, ça a permis peut-être de voir autrement. Bien sûr. Alors, juste rapidement sur les magistrats, il faut rappeler que le peuple a tendu la main aux magistrats. C'est eux qui n'ont pas voulu la prendre. Pardon. Deuxièmement, il faut savoir que ces magistrats ont choisi d'être la main qui frappe de ce système-là, parce que c'est eux qui condamnent les Algériens innocents parce qu'ils se sont exprimés librement. Peut-être pas tous, hein. Pas tous. Enfin, certainement d'ailleurs. Pas Ce que tous, disait, je pense que vous réagissez par rapport à l'intervention de Maître Rahmoun, mais je pense que ce qu'il voulait... Oui, il y a ceux qui réagissent en tout cas autrement, il y en a qui sont mutés, il y en a qui ont été virés de leur boulot. En tout cas, ceux qui ont été du côté du Hirak, il y a eu des conséquences, effectivement. Mais ils les ont assumées. Voilà, c'est ça une révolution. Elle ne se fait pas sans sacrifice, même si elle est pacifique. Voilà. Alors, je vous rejoins totalement, mais c'est vrai que les sacrifices, parfois, bon, c'est vrai, quand on travaille, on essaye de vivre, on a sa famille, on est persécuté. En fait, je dis ça par rapport aux prisonniers qui sont actuellement dans une cellule froide. Je pense que je vais plus les plaindre eux que des magistrats qui vont pleurnicher sur leur sort. Écoutez, je crois que vous prêchez des convaincus voilà. à tous les invités. Donc, pour finir, juste une citation de Sartre. L'important n'est pas ce qu'on fait de nous, c'est ce que nous faisons de ce qu'on fait de nous. Donc chacun a sa responsabilité dans cette révolution-là. Il faudra absolument, oui, revenir dans la rue, prendre ses précautions. On l'a déjà vu ici, on l'a fait ici en France pour la loi de la sécurité globale. Il faut revenir et j'invite tous les Algériens à regarder la bataille d'Alger. L'art, c'est là où s'exprime l'engagement. Très bien, ce soir il y avait beaucoup d'art. On a eu Khattab Yassine, Mahato Blounès, on a eu Jacques Brel, on a eu Sartre. Merci et puis beaucoup. regardez l'art. Merci à tous de nous avoir suivis. Les réseaux sociaux, la page YouTube, la page Facebook. Je rappelle vraiment, s'il vous plaît, prenez soin de vous, de vos proches et des autres. Les gestes barrières, on se lave les mains, on prend 2-3 mètres pour parler. Et le masque, voilà, l'actualité, il fallait en parler. Ça fait partie aussi de l'Algérie. C'est vraiment important d'éveiller les consciences là-dessus. Je vous rappelle l'ex-député et vice-président de l'APN, Bahedine Tliba, donc, qui accuse depuis hier et aujourd'hui les 4 fils de Ahmed Gaïd Salah, Morad, Boumediene, Hicham et Adel, ainsi que le beau-frère Arwa Abdelmalek, qui lui, je vous rappelle, est toujours en France. Il est au service de l'ambassade d'Algérie en France. Donc merci à tous de nous avoir suivis. Demain, vous retrouverez à la même heure mon confrère Nasser Djoudi, si je ne me trompe pas. Merci à l'équipe en régie d'avoir réalisé cette émission techniquement. À très vite sur Awalas TV.